Je m'appelle Antoine. J'ai 48 ans, des cheveux qui grisonnent aux tempes et une vie rangée comme les livres de ma bibliothèque. Je suis professeur de littérature à la Sorbonne, spécialiste de Proust et des passions impossibles. Elle s'appelle Léa. Elle a 22 ans, des yeux qui défient le monde et un sourire qui pourrait faire fondre les certitudes les plus ancrées. Notre histoire a commencé là où elle aurait dû s'arrêter, dans mon amphithéâtre, un mardi pluvieux de novembre. Elle était assise au 3e rang, toujours à la même place, et posait des questions qui remettaient en cause mes théories les plus solides. « Monsieur, si Swann avait vraiment aimé Odette, pourquoi s'est-il tant torturé ?» avait-elle demandé un jour, tandis que la pluie frappait les vitres hautes de la salle. J'avais soulevé mes lunettes pour mieux la regarder. Parce que l'amour vrai est toujours un combat entre la raison et la folie, Mademoiselle Dubois. Son regard s'était fait plus intense. Et vous, professeur, lequel des deux choisiriez-vous ? La classe avait retenu son souffle. J'avais senti un vertige soudain, comme si le sol de mon univers bien ordonné venait de se dérober sous mes pieds. Les semaines passèrent. Nos discussions après les cours s'éternisaient. Elle restait assise sur le bord de mon bureau, ses jambes balançant dans le vide, défaisant d'un sourire des années d'érudition. Elle citait Rimbaud avec une fougue qui me rappelait ma jeunesse perdue, analysait Baudelaire avec une maturité qui dépassait son âge. « Vous vivez à travers les livres, professeur », me dit-elle un soir où nous étions seuls dans mon bureau, la nuit tombant sur Paris. « Mais quand avez-vous vraiment vécu pour la dernière fois ?» La question me blessa parce qu'elle était juste. À 48 ans, je n'étais qu'un collectionneur de passions mortes, un archéologue des sentiments. Pourtant, je résistais. Je m'accrochais à mes principes, à cette ligne invisible qui sépare le professeur de son étudiante. Mais chaque regard échangé, chaque rire partagé, chaque discussion qui s'éternisait rendait cette ligne plus floue, plus poreuse. L'événement qui changea tout se produisit en mars. Une grève des transports laissa Léa bloquée à la fac. La pluie tombait en rafales, transformant les trottoirs en rivières. Je la vis attendre sous l'auvent, frissonnante dans son léger manteau de printemps. « Je peux vous raccompagner », proposai-je, la voix plus ferme que je ne le sentais. Dans ma vieille Peugeot, l'espace sembla soudain minuscule. Je sentais son parfum, du jasmin et quelque chose de sauvage, d'indompté. Paris défilait derrière les vitres ruisselantes, ses lumières estompées par la pluie. « Vous savez, professeur, vous êtes bien plus intéressant que Proust », murmura-t-elle tandis que nous passions devant Notre-Dame. Je ris, mal à l'aise. « Ne dites pas de bêtises, Léa. Ce ne sont pas des bêtises. Proust n'a jamais eu à choisir entre faire ce qui est juste et ce qui rend heureux. Vous, si. » Je garai la voiture devant son immeuble, les mains tremblantes sur le volant. Le moment était dangereux, crucial. La raison me dictait de lui souhaiter bonne nuit et de repartir. Mais quelque chose de plus fort, de plus ancien, me retenait. « Montez prendre un café », proposa-t-elle. Ce n'était pas une question, mais une invitation, un défi que je ne pouvais décliner. Son appartement était petit, en désordre, merveilleusement vivant. Des livres s'empilaient partout, pas seulement des classiques, mais de la poésie contemporaine, des romans de science-fiction, des essais politiques. Des plantes vertes grimpaient le long des fenêtres, de la musique indie jouait doucement. C'était l'antithèse de mon monde aseptisé, de mon appartement où chaque livre avait sa place, où le silence régnait en maître. Quand elle me tendit la tasse de café, nos doigts se frôlèrent. Une étincelle, un point de non-retour. « Léa », commençai-je, la voix rauque. « Nous ne devrions pas. »« Chut !» murmura-t-elle en posant un doigt sur mes lèvres. « Arrêtez de penser. Pour une fois, sentez. » Son baiser fut une révélation, un tremblement de terre qui fissura les fondations de ma vie bien ordonnée. La douceur de ses lèvres, l'audace de ses mains dans mes cheveux, le goût du café et de la jeunesse. J'avais l'impression de renaître après une longue hibernation, de découvrir des sensations que j'avais oubliées ou peut-être jamais connues. Nous devînmes des amants secrets. Nos rendez-vous avaient lieu dans son petit appartement, loin des regards de l'université. Elle m'apprit à écouter de la musique moderne, à danser dans le salon, à voir la beauté dans le désordre. Je lui appris la patience, la nuance, la mélancolie douce des choses qui passent. Un soir, allongée sur son canapé, la tête sur mes genoux, elle me demanda « Tu n'as jamais regretté ?»
De tomber amoureux de ton étudiante? Je caressais ses cheveux. Je regrette seulement d'avoir attendu si longtemps pour comprendre que la vie ne se trouve pas dans les livres, mais dans les moments comme celui-ci. Mais le monde extérieur finit toujours par frapper à la porte. Un collègue nous vit sortir main dans la main du cinéma. Les rumeurs commencèrent à circuler dans le département, d'abord discrètes, puis de plus en plus insistantes. Le doyen me convoqua dans son bureau au mur couvert de diplômes. « Antoine, c'est de la folie. Elle a l'âge de ta fille. Ta carrière. Tes années de travail. » C'était vrai. Ma fille, Élodie, avait 23 ans. La réalité me frappa de plein fouet. J'imaginais son visage si elle apprenait cette relation, la déception dans ses yeux. La confrontation avec Léa eut lieu dans mon bureau, entourée de mes chers livres qui semblaient maintenant me juger. Elle avait les yeux brillants de colère et de larmes retenues. « Ils veulent nous séparer. Ton doyen t'a convoqué, n'est-ce pas? Ce n'est pas si simple, Léa. Ma carrière, ta réputation, tes études. Je m'en fous de tout ça, s'écria-t-elle, et son visage exprimait une telle sincérité, une telle conviction que mon cœur se serra. Je t'aime. C'est la seule chose qui compte. Je la regardais, cette jeune femme si brave, si certaine de ses sentiments, et je me vis, un homme d'âge mûr, peureux, prisonnier des conventions, terrifié à l'idée de tout perdre. Moi aussi je t'aime, avouai-je enfin, les mots me brûlant les lèvres. C'est pour ça que je dois mettre fin à ça. Je ne peux pas être la raison qui gâcherait ta vie. Les semaines qui suivirent furent les plus sombres de ma vie. Je donnai ma démission de la Sorbonne, prétextant des raisons de santé. Je déménageai dans un petit appartement près du parc de Belleville, loin du quartier latin et de ses souvenirs. 1 an passa. 1 an à errer dans Paris comme une âme en peine, à éviter les librairies où nous allions, les cafés où nous nous asseyions. J'écrivis un livre sur l'amour impossible dans la littérature française, qui devint inattentivement un succès critique. Chaque page parlait d'elle, bien sûr. Chaque analyse de passion contrariée, chaque examen de relations tragiques n'était qu'une variation de notre histoire. Un jour de printemps, alors que les marronniers refleurissaient, je dus affronter mes démons. La librairie Shakespeare & Company m'avait invité à une séance de dédicace. J'acceptai, sachant que c'était là, sur ce banc devant la boutique, que nous avions passé une après-midi entière à discuter de l'éducation sentimentale. Et puis je la vis. Dans la file d'attente, patiente, un exemplaire de mon livre à la main. Elle avait coupé ses cheveux, mûris, mais ses yeux étaient toujours les mêmes. Ses yeux qui voyaient au-delà des apparences, droit dans l'âme. Quand son tour vint, ma main tremblait en prenant le livre. Elle l'ouvrit à la page de dédicace. « Écris-moi quelque chose, professeur. » Je pris une profonde respiration et traçai les mots qui avaient mûri en moi pendant tous ces mois de solitude. À Léa, qui m'a appris que les plus belles histoires ne sont pas celles qu'on lit, mais celles qu'on vit. Elle sourit, les yeux humides. « Tu as fini par choisir la folie, finalement. » « Non, corrigeai-je doucement. J'ai choisi l'amour. Et toi, que as-tu choisi ?» Sa main trouva la mienne par-dessus le comptoir, chaude, ferme, certaine. Moi aussi. Toujours toi. Aujourd'hui, j'ai 52 ans et elle en a 26. Nous habitons une petite maison près du canal Saint-Martin, remplie de livres en désordre et de plantes qui grimpent aux fenêtres. Elle est devenue éditrice, moi écrivain à plein temps. Parfois, quand nous nous réveillons ensemble et que la lumière du matin filtre à travers les stores, je la regarde dormir et je pense à toutes ces années perdues à analyser l'amour au lieu de le vivre. Elle ouvre alors les yeux, comme si elle sentait mon regard, et murmure « Arrête de penser, professeur. Sens. » Et je sens. Je sens la chaleur de son corps contre le mien, le battement régulier de son cœur, la douceur infinie de cet amour qui a su braver le temps, les conventions et même la raison. Je sens que parfois, les plus belles histoires d'amour ne sont pas celles qui suivent les règles, mais celles qui ont le courage de les réécrire.